Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de ReNews, votre rendez-vous francophone au cœur de Reopen Media. Ce média multilingue ne cesse d'évoluer et s'apprête à proposer ses contenus d'actualité en 10 langues différentes pour toucher un public plus large. Triste nouvelle aujourd'hui en Inde. Un avion d'Air India en partance d'Ahmedabad pour Londres s'est écrasé peu après son décollage. À son bord, plus de 240 personnes. Les secours sont à pied d'œuvre, mais malheureusement, les chances de survivance semblent très faibles. Les autorités ont immédiatement lancé une enquête pour comprendre ce qui s'est passé, tandis que le Premier ministre indien a adressé ses condoléances aux familles touchées par ce drame. À son tour, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a exprimé ses sincères condoléances à son homologue indien. Je suis profondément attristé par la nouvelle du tragique crash d'un avion de passagers survenu à Ahmedabad. Nous adressons nos sincères condoléances à Narendra Modi et au peuple ami de l'Inde. Nos pensées et nos prières accompagnent les victimes, les blessés ainsi que leurs familles. À Bakou, le théâtre judiciaire continue contre les anciens dirigeants de l'Artsakh. Ce 12 juin, la Cour militaire a poursuivi le procès très politique de Levon Mnatsakhanyan, ex-ministre de la Défense du Haut-Karabakh. À la barre, il a été interrogé sur l'un des épisodes les plus tendus du conflit, l'offensive d'avril 2016, connue sous le nom de guerre des 4 jours. Mnatsakhanyan admet la perte de 18 positions militaires pendant les affrontements. Un aveu que Bakou n'a pas manqué de souligner. Le tribunal a même ressorti d'anciennes interviews. On y voit le général affirmer que tout est sous contrôle, que l'armée est prête et les frontières solides. Mais lorsqu'un procureur lui demande aujourd'hui qui était cette fameuse partie adverse qu'il évoquait à l'époque, Mnatsakhanyan reste évasif. Une scène de procès chargée de symboles et de tensions politiques évidentes. Rappelons que de nombreux députés du Parlement européen ont exprimé à plusieurs reprises leur inquiétude quant au sort des prisonniers arméniens détenus à Bakou. Pourtant, à ce jour, aucun diplomate d'un pays ami de l'Arménie accrédité en Azerbaïdjan n'a été autorisé à assister à ces procès ni à en dresser un quelconque constat officiel. Les tensions montent entre la Turquie et l'Inde sur fond de rapprochement stratégique entre New Delhi et Athènes. Selon la chaîne The News India, les médias turcs redoutent désormais que l'Inde apporte un soutien ouvert à la Grèce dans un contexte régional de plus en plus tendu. New Delhi envisagerait d'investir massivement en Grèce, notamment dans les secteurs du tourisme, des infrastructures portuaires, mais aussi de la défense. Des projets qui inquiètent Ankara déjà nerveux face au renforcement des liens entre l'Inde, Chypre et l'Arménie, car l'Arménie, pays ami de longue date de l'Inde, bénéficie aujourd'hui d'une coopération militaire renforcée. L'Inde fournit à Erevan des armements de haute technologie, testés dans ses propres confrontements avec le Pakistan, des équipements qui ont prouvé leur efficacité sur le terrain. Un rapprochement stratégique qui renforce la position régionale de l'Arménie, mais qui à Ankara est perçu comme une source croissante d'inquiétude. À Yerevan, la question des disparus et des otages de guerre reste au cœur des priorités. Le directeur du service de sécurité nationale, Armen Abazian, a précisé une nouvelle réunion de la commission interministérielle chargée de ces dossiers sensibles. Il a affirmé l'engagement des autorités à poursuivre un travail rigoureux pour faire la lumière sur le sort des personnes disparues. Le comité d'enquête a présenté ses dernières conclusions. Un appel important en ce jour. 23 otages arméniens sont officiellement recensés, dont 8 hauts responsables politico-militaires du Haut-Karabakh. Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé des messages de félicitations au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à l'occasion de la journée de la Russie.
Cher Vladimir Vladimirovitch, je vous adresse, ainsi qu'à tous les citoyens russes, mes sincères félicitations à l'occasion de la fête nationale de la Fédération de Russie, la Journée de la Russie. Cette fête est, dans l'histoire contemporaine de la Russie, un symbole de la continuité entre les générations. Chaque année, à cette date, les citoyens russes célèbrent la proclamation de la souveraineté nationale de leur pays, marquant le début d'une nouvelle étape dans l'histoire de la Russie moderne. Je suis convaincu que grâce à nos efforts conjoints, les relations entre la République d'Arménie et la Fédération de Russie continueront de se développer et de se renforcer dans l'intérêt du bien-être de nos peuples. Maintenant, direction Paris, où se tient l'un des plus grands salons technologiques d'Europe, Vivatech. Cette année encore, l'événement rassemble les géants du numérique, les investisseurs et les jeunes pousses du monde entier. L'Arménie y prend part activement avec son propre pavillon national, vitrine de son écosystème tech en pleine croissance. Start-up innovantes, ambition internationale et nouveaux partenaires. Et les entreprises arméniennes viennent y défendre leur savoir-faire et leur vision du futur. Nous sommes ravis d'être ici, au Salon Vivatech à Paris. 6 startups arméniennes à fort potentiel y sont représentées. Un événement clé qui leur offre une véritable vitrine pour présenter leurs produits à l'échelle internationale, tisser de nouveaux partenariats et accéder à de nouveaux marchés. Un grand centre d'intelligence artificielle va voir le jour en Arménie avec un investissement annoncé de 500 millions de dollars. C'est le ministre arménien de l'Industrie des hautes technologies qui a fait cette annonce. Ce projet d'envergure est porté conjointement par l'entreprise Firebird, le gouvernement de la République d'Arménie et le géant technologique américain Nvidia. Alors que représente concrètement ce projet pour la sécurité technologique de l'Arménie? Réponse avec Samvel Martirosyan, spécialiste en cybersécurité et protection des données, interrogé par notre collègue Monique Hayroyan. Il s'agit d'un système basé sur les technologies cloud. Si nous ne l'utilisons pas, quelqu'un d'autre à l'étranger le fera à notre place. Bien sûr, c'est une excellente nouvelle que l'Arménie devienne le cœur de ce projet et puisse l'exploiter. Mais la vraie question est de savoir dans quelle mesure notre écosystème de start-up et nos programmes scientifiques permettront de tirer pleinement parti de cette opportunité. Avoir une usine d'intelligence artificielle ne signifie pas que notre développement est terminé. En parallèle, il faudra continuer à travailler sans relâche pour progresser. Nvidia est présent en Arménie depuis longtemps, mais l'initiative de construire cette usine d'intelligence artificielle marque une avancée spectaculaire. Une infrastructure de plus de 100 MW de puissance sera mise en place avec une mise en service prévue pour l'année 2026. La capitale arménienne accueille actuellement des hauts responsables de la société Nokia, Rolf Warner, vice-président senior, et Peter Vukovic, vice-président. Hier, ils ont été reçus par le vice-premier ministre arménien Maher Grigoryan. Au cœur des échanges, un partenariat stratégique entre Nokia et l'opérateur local Ucom autour du développement des télécommunications. Il ne s'agit pas d'un nouveau modèle de smartphone signé Apple, mais bien d'un tournant technologique majeur. L'Arménie entre officiellement dans l'ère de 5G. Une réunion s'est tenue au gouvernement, réunissant les principaux acteurs du secteur pour faire le point sur les projets en cours et les perspectives liées au développement de cette nouvelle technologie. Parmi les participants, les cofondateurs du groupe Galaxy Artyom et Aram Khachatryan, mais aussi Ralph Irikan, directeur général de Ucom. Un tournant numérique majeur pour le pays qui s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa transformation technologique. Carton plein pour la jeune lutte arménienne à Skopje. Lors du championnat d'Europe des moins de 17 ans en lutte gréco-romaine, l'équipe de l'Arménie s'est hissée à la première place du classement par l'équipe. La Géorgie prend la deuxième position, suivie par l'Azerbaïdjan. Côté médaille, Marat Adjemian dans la catégorie des 51 kg et Haïk Manoukian en 60 kg sont tous deux sacrés championnats d'Europe. Mention spéciale pour Haïk Manoukian qui s'impose en finale par tomber face à un adversaire azerbaïdjanais. Martin Mandjikian et Janes Nazarian repartent avec l'argent, tandis qu'Ararat Avetisian décroche le bronze chez les 41 kilos.
Tension croissante autour du nucléaire iranien. Donald Trump relance sa politique de pression maximale, tandis qu'en Israël, le gouvernement de Benjamin Netanyahu envisage sérieusement une frappe contre les installations nucléaires iraniennes, alors que de nouvelles négociations sont prévues ce week-end à Mascate. Le risque d'escalade militaire inquiète. Diplomatie sous haute tension, menaces croisées et préparatifs militaires. Le point sur la situation, reportage signé Anna Harutyunyan. Retour de la pression maximale. L'administration Trump durcit le ton face à l'Iran. Fidèle à sa ligne dure, Donald Trump entend empêcher à tout prix l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Une réunion stratégique est attendue à Camp David avec les principaux membres de son équipe de politique étrangère. Objectif, élaborer une nouvelle approche combinant voie diplomatique et, si nécessaire, options militaires. Le message du candidat républicain est clair, il ne permettra jamais à l'Iran de posséder l'arme nucléaire. Mais il affirme aussi préférer la voie du dialogue, estimant que des négociations réussies pourraient sauver de nombreuses vies. Pourtant, sa position reste ambivalente. D'un côté, il exerce une pression maximale par des sanctions économiques et des menaces militaires. De l'autre, il mène des négociations par l'intermédiaire d'Oman et de l'Italie. Le 6e tour de discussion entre Washington et Téhéran sur le dossier nucléaire est prévu pour ce dimanche 15 juin à Mascate. Téhéran, de son côté, exige un allègement des sanctions et la reconnaissance de son droit à enrichir l'uranium à des fins civiles. La réussite des pourparlers dépendra d'un compromis autour de ce point sensible, ainsi que de la limitation des infrastructures nucléaires iraniennes. Pendant ce temps, en Israël, le ton est beaucoup plus ferme. Contrairement à Donald Trump, Benjamin Netanyahou s'oppose catégoriquement à toute forme de maintien du programme nucléaire iranien. Il réclame son démantèlement total et l'interdiction absolue d'enrichir l'uranium. Pour Tel Aviv, l'Iran apparaît aujourd'hui militairement affaibli. Une opportunité stratégique se dessinerait donc pour frapper ses installations nucléaires. Dans ce contexte, une réunion du Conseil de sécurité israélien s'est récemment tenue, réunissant des figures clés du gouvernement. Israel Katz, ministre de la Défense, Ron Dermer, en charge des affaires stratégiques, mais aussi des représentants de l'extrême droite comme Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Objectif, consolider un front politique uni en vue d'une éventuelle opération militaire contre l'Iran. Selon les médias israéliens, les préparatifs sont déjà bien avancés. Transfert de munitions, mobilisation de moyens aériens, scénario opérationnel peaufiné. Tout laisse penser qu'un plan de frappe est prêt à être exécuté. Un appel téléphonique de 40 minutes entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou a récemment souligné leur coopération étroite, mais aussi leur divergence. Trump a exhorté son allié à ne pas précipiter une attaque qui pourrait faire dérailler les négociations. Netanyahou, de son côté, insiste, seule une menace militaire crédible peut dissuader Téhéran. Mais Washington n'a pas encore clairement dit s'il soutiendrait une frappe unilatérale israélienne en cas d'échec des discussions. Deux approches se heurtent donc. Trump, prudent, veut éviter une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Netanyahou, lui, voit une opportunité stratégique dans l'affaiblissement iranien et prône une action plus agressive. Selon des sources de Reuters, une frappe israélienne contre l'Iran pourrait intervenir dans les tout prochains jours. En parallèle, une attaque israélienne pourrait pousser l'Iran à accélérer le développement de son programme nucléaire, voire à se retirer du traité de non-prolifération nucléaire. Le risque est réel, une guerre régionale et une crise énergétique mondiale si les exportations de pétrole venaient à être perturbées. C'était l'essentiel de l'actualité du 12 juin. Pour ne rien manquer de notre actualité, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Telegram, X, ainsi que sur notre site officiel reopen.media. Merci de suivre ReNews de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian. À très vite.